Bonjour tout le monde, merci d'être venu cet après-midi. J'espère que vous passez un bon summit. Je vais me présenter rapidement et je vais présenter la session. Donc, je suis Julien Lépine, ça fait 6 ans et demi que je suis chez Amazon maintenant, chez AWS. Mon rôle actuel, je m'occupe d'une équipe de Solutions Architects. Donc, les Solutions Architects sont les représentants techniques d'AWS auprès de nos clients et de nos partenaires. Et cette équipe est un peu spéciale, elle s'appelle les spécialistes. Donc le principe de cette équipe, c'est d'avoir des personnes qui sont très spécialisées dans des domaines particuliers. Donc, typiquement, j'ai fait du Microsoft sur AWS pendant plus de 3 ans au sein de cette équipe, et j'ai des personnes qui vont travailler sur du SAP, du calcul haute performance, de la sécurité, ou beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de .NET sur AWS. La session a un nom un peu étrange, la session dont vous êtes le héros. J'ai essayé de mettre en place un petit peu d'interactivité au sein de la session. Les contraintes logistiques font que je ne peux pas non plus complètement révolutionner le système de présentation des sessions. Mais voilà, je vais essayer de vous faire travailler un petit peu tout au long de cette session. Donc, comment je vais vous faire travailler? Ça va être assez simple. Plusieurs fois dans la session, vous allez avoir des écrans qui se présentent exactement comme celui-là. Donc là, la question est simple. Vous levez la main pour y aller, ou vous laissez la main baissée pour dire que vous n'avez pas encore compris comment ça marche, et que du coup, il va falloir que je le réexplique. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de lever la main. Ouais, vous avez compris. Super. Donc, le principe général, vous l'avez compris, la session va fonctionner comme ça. Pour vous récompenser, parce qu'il faut toujours une récompense, je vais vous donner une petite pièce de puzzle, et on verra à la fin à quoi servent ces pièces de puzzle. Ça, c'était l'aspect logistique. On va durer à peu près 40 et quelques minutes sur la session. Je resterai à la fin de la session pour prendre toutes les questions que vous avez. Je vais éviter de prendre des questions et des réponses pendant la session. Imaginez la douceur marine. Vous êtes au bord de la mer. Ici, plutôt pas mal. On peut imaginer vraiment les Maldives. C'est vraiment plutôt sympa. Ça donne envie d'y aller. Un peu meilleur temps que ce qu'on a à Paris en ce moment. Et comparez ça à la puissance de la montagne. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut être un élément commun entre ces deux images? C'est compliqué, hein, surtout au début. Je vous rassure, cet élément, il n'est pas tech du tout. Cet élément, ça va être le fil rouge de l'ensemble de cette présentation. Et je vais vous demander de faire un petit jeu de rôle au sein de cette présentation. Je vous rassure, je ne vais pas vous demander de me mettre debout et de faire des présentations sur scène non plus, mais de vous imaginer, au cours de cette présentation, être quelqu'un que vous n'êtes pas nécessairement. Nous avons créé, et j'ai créé pour cette présentation, une société factice. Cette société, elle s'appelle Bocal.me, et c'est un leader mondial du bocal d'air pur. Donc vous pouvez acheter, où que vous soyez en France ou dans le monde, des bocaux qui sont chargés des odeurs et de tout ce que vous pouvez imaginer venant de vos régions préférées. Une clientèle internationale, bien entendu, on est plutôt dans le lifestyle, donc on est sur des personnes qui sont majoritairement urbaines, et vu qu'on est quand même sur de l'air pur, on est plutôt sur des personnes qui sont soucieuses au niveau de l'écologie. Pour ceux qui veulent prendre leur téléphone portable, oui, l'application, elle existe. C'est pas plus que ça. Il n'y a rien d'autre. Donc je ne veux pas non plus vous avoir joué avec vos téléphones. Mais donc le principe, c'est donc un spécialiste de la vente en ligne. Et au cours de cette présentation, je vais vous demander de vous projeter dans la vie d'une société de vente en ligne qui vend effectivement donc des bocaux d'air pur. Alors, on est sur une session technique. Et on est sur une session technique .NET. Donc bien entendu, à un moment, on va parler de technique et un petit peu de .NET. Dans cette société, toujours tout à fait fictive, c'est une société qui a une dizaine d'années, qui a créé une plateforme sur .NET, donc un site web, et qui l'a mis à jour de manière très régulière. Donc on n'est pas sur des technologies legacy. Donc, je ne vais pas vous parler de migration de Windows Server 2003 ou de .NET 1.1 vers AWS, mais bien les dernières générations. On est sur les dernières versions de .NET, du SQL Server 2017, du Windows Server 2016. On est en train de planifier les migrations vers les nouvelles versions de Windows Server. Donc on est sur une application qui est assez à jour quand même. On n'est pas sur vraiment du legacy. Imaginons que nous avons une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs avec une expérience médiane de 5 ans. J'aime pas les moyennes, j'adore les médianes et j'adore les percentiles. Donc une expérience médiane de 5 ans. Et vous venez d'arriver dans l'entreprise, mais vous avez déjà une petite expérience en .NET, donc vous n'êtes pas non plus juste un développeur junior qui vient d'arriver. Donc voilà pour le cadre. À partir de maintenant, on va rentrer effectivement dans l'histoire. La plateforme, telle qu'elle a été développée et telle qu'elle est maintenant, ressemble à n'importe quelle autre plateforme traditionnelle de e-commerce. J'ai personnellement eu la chance de travailler dans le monde du e-commerce pendant plusieurs années, et c'est très proche de beaucoup d'infrastructures et de plateformes de clients ou de mes propres infrastructures, telles que j'ai pu les développer avant. Nous avons donc des clients,
tout à gauche, qui sont connectés à Internet, c'est plutôt pas mal pour un site Internet, et qui vont avoir accès à une plateforme en ligne. Donc ici, on a 3 serveurs. Serveurs physiques, on est encore un peu old school, qui hébergent le site Internet. Ces serveurs, ils ne fonctionnent pas tout seuls. On a des images, on a des vidéos, et une bonne pratique, c'est d'utiliser un réseau de diffusion de contenu pour le faire, tel qu'Amazon CloudFront. Et donc, on a un site spécialisé pour la gestion de nos images, de nos vidéos et de tous ces éléments en ligne. Le site Internet en lui-même, il va avoir plusieurs grandes fonctionnalités. Là, on a présenté vraiment une vue simplifiée. Un catalogue de produits. Sur SQL Server, pour avoir, vu que c'est un site Internet, une charge en lecture qui est à peu près de l'ordre de 95%, si ce n'est 99% par rapport à la charge d'écriture, on a décidé de mettre en place des réplications et des réplicas en lecture seule, pour ceux qui connaissent déjà ces éléments. Donc le principe, c'est d'avoir, plutôt que d'avoir une énorme base de données qui va être capable d'accepter la charge de tout le monde, et qui potentiellement coûte un petit peu cher, on va avoir une base de données en écriture, qui se trouve en haut à droite, et qui va se répliquer dans 3 versions en lecture seule, donc des versions sur lesquelles on peut mettre un peu plus de mémoire, du cache, et vraiment optimiser pour des workloads de lecture. À côté de ça, un moteur de recherche développé en interne sur une base Elasticsearch. Donc on a des machines qui nous permettent d'héberger notre Elasticsearch. Et finalement des services, des web services, avec du WCF, qui nous permettent d'avoir notre gestion du panier, notre gestion de prix, bien entendu, tout ça connecté à des bases de données derrière. Donc là, voilà une architecture typique. Si vous allez dans des infrastructures de type retail, vous allez souvent trouver des architectures à peu près comme celle-là. Et on va voir comment on peut améliorer cette architecture au cours de la session. Donc votre mission, vous venez d'arriver dans Bocal.me, cette nouvelle entreprise, et tout de suite, les équipes marketing viennent vous voir et vous disent oh, « On a besoin de vous, il faut vraiment qu'on ait la capacité à lancer le salon de l'air pur. » Donc le salon de l'air pur, qu'est-ce que c'est? Déjà, il est en Provence, c'est plutôt pas mal pour l'expérience au niveau d'air pur et des senteurs. Qu'est-ce que le salon de l'air pur? C'est un salon international qui, pour la première fois, est organisé en France. Les équipes marketing ont réussi à sécuriser un sponsorship premium. Le salon, il est dans 2 mois. Donc c'est dans pas très très longtemps. Et bien entendu, on veut capitaliser sur cet événement et sur cet investissement pour avoir un site internet qui soit disponible, faire de la pub, avoir énormément de marketing, et pendant toute la durée de l'événement, être capable de scanner les leads, les garder et pouvoir faire de la relance derrière. Donc, très très rapide à mise en place, il faut le déployer dans moins de 2 semaines. Si on loupe le créneau de 2 semaines, globalement on a loupé le salon, et donc ça sert un peu à rien de lancer un site internet après le salon pour faire la pub de l'événement. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est comment est-ce que vous vous y prendriez, vous, en tant que nouvel arrivant dans l'entreprise, néanmoins expert en .NET existant, pour créer cette plateforme. 2 possibilités s'offrent à vous. La première, c'est créer un nouveau projet. Vous partez from scratch. Vous ne vous posez pas la question de l'architecture existante. Par contre, il va y avoir un surcoût en termes d'opération. Comment est-ce que je m'intègre aux plateformes de log traditionnelles? Comment je vais faire mes métriques? Comment je vais faire mes sauvegardes? Comment je vais faire tous ces éléments-là? Donc il y a une certaine charge de travail qui va devoir être mise en place qu'il ne faut pas négliger. La deuxième, c'est de bénéficier, donc la deuxième option, c'est de bénéficier de l'ensemble du projet existant déjà fait par les équipes, simplement de développer mes nouvelles pages, de les déployer, et roule, tout va bien, on peut avoir le site. Je vais donc vous poser la question, main levée, vous levez la main pour le vert, vous laissez la main baissée pour le rouge. Quel serait, d'après vous, le meilleur choix dans cette situation? Ah, je suis plutôt sur de la main baissée. Très bien. Donc là, on va avoir la possibilité d'utiliser la magie, si tout va bien. Hop. De dire, on veut s'intégrer au projet existant, qui est effectivement votre choix. Qu'est-ce que cela donne? S'intégrer au projet existant, ça va avoir 4 éléments spécifiques de choix chez vous. Le premier, vous rentrez dans une plateforme qui a déjà une dizaine d'années. L'étude d'impact pour intégrer des nouvelles pages, c'est pas petit. Quand on a effectivement une vingtaine de développeurs et une dizaine d'années, et ainsi que vous avez pu le voir, c'est quand même globalement un monolithe qui est à disposition. Le deuxième, vous allez toucher à la prod. Quand on touche à la prod dans une entreprise, surtout une entreprise de retail, avant une période de forte charge, il y a un calendrier de changement. Vous êtes peut-être dans une zone de freeze ou des choses comme ça. Il faut être sûr de ne pas tout casser. Donc on va arriver à une phase de go-no-go. Vous touchez à la prod, il va falloir faire les tests de régression sur l'ensemble du site. Et finalement, le passage à l'échelle, on est en train d'attendre potentiellement des millions de visiteurs pour le salon de l'air pur. Oui, bon d'accord, peut-être un peu moins.
Mais le passage à l'échelle, si vous êtes sur une architecture assez monolithique, chaque nouveau serveur que vous allez devoir ajouter doit être capable d'encaisser la charge de l'ensemble de l'application et va mettre de la charge sur l'ensemble des bases de données. Donc le coût de ce passage à l'échelle est potentiellement assez haut. Suite à ces 4 éléments, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Il est potentiellement plus simple de commencer from scratch, de se poser des questions comment je vais faire de l'opérationnalisation dessus, sans avoir à reprendre le legacy. Et là, on est vraiment en train de parler de ça, comment s'intégrer à un legacy existant pour une démarche marketing qui est pour autant extrêmement fort et extrêmement fine. On va quand même vous donner une récompense. Et vous les aurez toujours parce que je suis vachement sympa. Le principe, c'est de vous poser la question. Vous êtes un développeur .NET. Vous voulez utiliser votre IDE. Vous voulez continuer à utiliser vos équipements habituels et vos pratiques habituelles. Dans Visual Studio .NET, vous avez la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle le AWS Explorer, donc le AWS Toolkit for Visual Studio, qui vous permet directement, depuis votre éditeur de code préféré, d'avoir accès à l'ensemble des environnements Amazon. Donc vous pouvez regarder vos buckets S3, vos machines, vos bases de données et tous ces éléments-là. Donc ça répond à un point clé pour les développeurs de se dire je veux être très simple, je veux pouvoir déployer, je veux pouvoir gérer ma plateforme très rapidement sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc le choix suivant, c'est de se dire sauvegarder les bases de données, avoir une nouvelle base de données, gérer tout ça, ça reste quand même assez lourd. Pour y répondre, Amazon Web Services met à disposition une plateforme, Amazon RDS, qui vous donne la possibilité, encore une fois, de rester sur votre environnement familier. Vous avez fait du SQL Server depuis quelques années. On ne va pas vous demander tout de suite de réapprendre un nouveau langage plutôt que le TSQL, de changer complètement de moteur de base de données. Donc vous pouvez choisir depuis 2008 R2, s'il vous plaît, ne le faites pas, c'est bientôt en fin de vie, jusqu'à SQL Server 2017, beaucoup mieux, beaucoup plus à jour. Et là, vous pouvez bénéficier de toute l'automatisation AWS. La création, un appel API. Le backup, c'est automatique. La restauration jusqu'à une seconde précise à laquelle un développeur a fait une requête en mettant un update sans la closeware, pareil, directement disponible dans l'environnement. C'est complètement extensible, donc je peux avoir ma programmabilité .NET directement dans ma base de données. Vous gardez complètement le contrôle. Si vous avez un DBA dans votre entreprise, ce DBA peut toujours changer la majorité des settings du moteur de base de données pour garder la main sur la base de données. Mais pour vous, ça vous permet de vous concentrer sur votre métier. Vous ne vous posez pas la question de « oui, mais alors il me faut une machine, il faut tel disque, il faut que je le configure comme ça, il va me falloir une licence ». Par défaut, Amazon RDS gère tout ça pour vous. Donc extrêmement simple à mettre en place. Et donc le but, c'est vraiment, vous gardez vos habitudes existantes, mais vous bénéficiez de toute l'excellence opérationnelle d'AWS directement. Donc quelle plateforme on pourrait avoir ? On va avoir une plateforme qui ressemble à beaucoup de sites web sur AWS, et d'ailleurs même ailleurs. On va avoir toujours nos clients, qui sont tout à gauche, qui sont toujours connectés à Internet. Internet va aller sur un load balancer, en l'occurrence ici un application load balancer. Cet application load balancer va aller sur une flotte de machines. Cette flotte de machines, elle est assez simple. Plus je vais avoir de visiteurs qui vont venir se connecter pour voir le salon de l'air pur, plus je vais avoir de charge sur mes machines. Si mes machines ont plus de charge que ce qu'elles ont besoin, j'ai des nouvelles machines qui vont venir. Le soir et le week-end, j'ai moins de visiteurs sur les pages marketing de mon application. Automatiquement, les machines vont s'éteindre. Donc très simple et complètement automatisé pour la création et l'extinction de machines. Et la base de données, avec Amazon RDS, tout est géré pour moi. J'ai le backup, j'ai la rétention, j'ai les licences. Donc tout est extrêmement simple à mettre en place pour un développeur. Maintenant, c'est une plateforme qui est tellement fréquente chez nous que monter tout ça à la main, c'est un peu beaucoup de travail quand même. Puis c'est beaucoup d'infrastructures. Moi, je suis un développeur. Je veux faire du .NET, je veux cliquer, je veux que ça se déploie. C'est à peu près tout ce qui m'intéresse. Ça, normalement, il y a des équipes autres qui s'en occupent. Donc pour le faire, AWS propose une autre plateforme extrêmement simple qui s'appelle Beanstalk. Ce que je vous ai présenté pour RDS, ça va fournir à peu près la même chose sur un environnement de code. Vous utilisez votre code, du .NET sur Windows, sur Linux, des Docker, du JavaScript, du PHP, du Ruby, quel que soit le langage, vous pouvez intégrer directement. Et c'est pas plus compliqué que de faire un zip de votre code et d'appeler une API pour dire qu'il doit être déployé. Un environnement complet et flexible. Tout ce que je vous ai présenté avant, l'autoscaling, le monitoring, la gestion des logs, intégralement fait pour vous. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper de la plomberie sous votre application. Un accompagnement de bout en bout,
Pour le développeur, si je veux déployer une nouvelle version et faire une montée de version en live, donc faire du blue-green par exemple, c'est un appel API ou 2 clics pour avoir un nouvel environnement, un changement de version. Oups, j'ai une erreur sur la nouvelle version, je veux revenir en arrière. Pareil, intégralement géré par Beanstalk. Donc pour un développeur, extrêmement simple, extrêmement facile à utiliser. Et encore une fois, le principe pour vous, c'est que vous vous concentriez sur votre métier. Donc là où, effectivement, le risque de partir sur un nouveau projet qui a été dit, que vous aviez identifié tout à l'heure, est un vrai risque, parce qu'il faut pouvoir passer à l'opération l'ensemble des plateformes, Beanstalk vous fournit toutes les meilleures pratiques sur ces éléments-là. Vous voulez les logs? C'est un appel API, vous avez les logs de votre plateforme, des accès, toutes les erreurs qui sont directement disponibles dans Amazon S3. Donc très très simple pour vous et complètement automatisé. Et ça fait que, en tant que développeur, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit intégré toujours dans mon environnement de développement. Donc là, dans mon IDE, je fais clic droit sur ma solution, n'importe quel site web ASP.NET fonctionne de cette manière-là, clic droit, publish to AWS Elastic Beanstalk. Automatiquement, le zip est créé, le build est fait, et ce zip est promu potentiellement sur plusieurs environnements jusqu'à hypothétiquement un environnement de production. Très très simple, et vous voyez, vraiment pas beaucoup d'options par défaut. Néanmoins, vous gardez la main sur les instances en dessous. Et pour un développeur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une architecture qui est finalement assez simple. On a toujours nos clients, toujours notre Internet, et en fait, tout le reste, c'est Beanstalk qui le fait à ma place. Donc pour un dev.NET, en quelques clics avec un site ASP.NET traditionnel, je peux monter une opération marketing, la déployer et bénéficier de toutes les best practices d'AWS. Résultat, super content. On a eu du monde qui est venu voir notre site, le salon de l'air pur a été un succès interplanétaire, bon, interrégional déjà c'est pas mal, et on a eu beaucoup de leads qui sont venus sur notre plateforme. Maintenant, on ne va pas vous laisser comme ça. Suite à ce succès, le but, c'est effectivement de passer à l'échelle. Lors du salon de l'air pur, on a vu beaucoup d'investisseurs étrangers. Ces investisseurs étrangers, ils se sont dit « J'aimerais bien qu'on se déploie sur des nouveaux marchés. » Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de demandes pour avoir de l'air pur du Cantal. Et donc, pour pouvoir répondre à ça, les équipes se sont dit « On a 2 contraintes clés. Il faut qu'on soit capable de déployer des marchés, de déployer notre infrastructure dans l'ensemble des marchés que nous voulons cibler le plus rapidement possible, tout en réduisant les coûts le plus possible. » Et donc là, on arrive au deuxième dilemme de la journée. Ce deuxième dilemme, c'est de se dire, j'ai entendu parler de Node.js, c'est super bien, c'est super pas cher, il y a un écosystème open source, la majorité des sites fonctionnent, il y a un alias qui s'appelle Min, MongoDB, Express, Angular, Node.js, voilà, qui sont les 4 lettres. Et donc Min, effectivement, super stack, utilisé par beaucoup de startups dans le monde, vachement bien. Ou alors l'autre, c'est de se dire, je vais porter sur du .NET Core. Alors, je suis beaucoup plus proche de mon écosystème traditionnel, mais bon, .NET Core, ça peut être pas mal. Levez la main si vous voulez migrer sur du Node.js. C'est super bien, parce qu'on est dans une session .NET, vous l'auriez fait, j'aurais été un petit peu mal. Donc, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Donc, on va dire qu'on va faire du .NET Core. Et c'est très bien, c'est le bon choix, vous avez effectivement des récompenses. Le risque principal d'une migration en Node.js, c'est le réapprentissage de l'ensemble des 20 développeurs de l'entreprise. Une migration dans un langage ou dans une plateforme complètement différente, c'est un vrai risque pour votre entreprise, parce que le risque de réapprentissage est clair pour des équipes qui ont potentiellement 10 ans d'expertise et 10 ans de pratique ancrée dans leur manière de travailler. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? On se pose la question des besoins habituels d'un développeur. Maintenant, on s'est dit, bon, je veux faire moins cher, donc on va regarder toutes les options pour gagner de l'argent. La première, c'est de se dire, l'IDE, Visual Studio, c'est super, les abonnements MSDN, c'est génial, et en tant qu'abonné MSDN, c'est vraiment, vraiment génial. Ça coûte un peu pour une entreprise. On est en train de parler potentiellement de quelques milliers d'euros par développeur par an. Et donc se poser la question, quelles sont les 4 fonctionnalités clés dont j'ai besoin en tant que développeur? Le premier, c'est un environnement de développement productif. Je veux pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités traditionnelles d'un IDE. La complétion, la coloration, l'exécution de tests, le débugage facilité, toutes ces fonctionnalités-là, si je ne les ai pas, c'est un no-go pour un nouvel IDE. Je ne veux pas revenir avec des équipes d'une vingtaine de développeurs qui utilisent juste un éditeur de texte. Ce n'est pas possible. Le deuxième, c'est la disponibilité d'une large gamme de bibliothèques. Je veux pouvoir réutiliser tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser de manière extrêmement simplifiée. Troisième des fonctionnalités avancées, l'IDE, il ne fait pas tout. J'ai souvent besoin d'utiliser un peu la ligne de commande, donc je veux quelque chose qui peut faire de la ligne de commande. Et finalement, le dernier, c'est avoir une collaboration facilitée. J'ai une vingtaine de développeurs, je ne veux pas avoir à copier-coller des fichiers sur un répertoire partagé pour le développement. Ça, on sait que ça ne marche pas, et que ça marche vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des solutions possibles
pour garder encore une fois la connaissance et la compétence au sein des équipes, c'est de se poser la question des nouvelles architectures sur base Microsoft. Le premier, .NET Core. Le deuxième, Visual Studio Code, qui est un IDE gratuit et open source, compatible avec l'édition de .NET Core. Et le troisième, Amazon Linux 2, qui est une plateforme fournie par Amazon avec du support pour exécuter vos applications sur un environnement Linux automatisé et optimisé. Le principe, une compatibilité extrêmement large avec .NET. On n'est pas sur de la compatibilité totale, quand même. Si vous utilisez des WinForms, par exemple, ça ne marche pas très bien en .NET Core. Mais par contre, pour toutes les librairies back-office et serveurs, vous pouvez quasiment toutes les utiliser maintenant en .NET Core. Une portabilité complète, que vous utilisez du Windows, du Linux, du macOS, ou quel que soit l'operating system, voire même un browser maintenant, peut faire tourner .NET Core, PowerShell et Visual Studio Code. Donc vous êtes productif. Où que vous soyez. Un environnement qui est supporté. Je parlais d'Amazon Linux 2. C'est extrêmement important de ne pas partir sur un OS sur lequel vous n'avez aucun support. On est en train quand même de parler de l'avenir de l'entreprise, de Bocal.me, lors de cette migration. Donc on veut quand même avoir la possibilité d'avoir des escalations, des contacts au support et des personnes qui vont venir résoudre les problèmes de performance si jamais il y en avait qu'arriver. Et Amazon Linux 2 propose par défaut des environnements qui incluent .NET 2. .NET Core 2. Donc par défaut, clics, c'est tout géré par Amazon. J'ai des mises à jour trimestrielles de mes machines. Très simple pour l'utilisation. Et le dernier, c'est quand même l'ouverture et le coût. Avoir la possibilité de bénéficier d'environnements complètement open source sans avoir à payer de licence, c'est quand même quelque chose qui est assez important et intéressant pour les entreprises. Donc, le combo .NET Core, Visual Studio Code et Amazon Linux 2 vous permet d'avoir une plateforme de prod complètement supportée, compatible avec les environnements .NET, mais à une fraction du prix traditionnel d'une instance Windows. Ensuite, vous pouvez utiliser tous vos outils. Je ne vais pas aller en profondeur sur chacun d'entre eux, mais que ce soit le SDK AWS pour .NET, on y replongera un tout petit peu, PowerShell, Visual Studio, Azure DevOps si vous voulez l'intégrer, les outils AWS vont venir là où vous êtes. Et le principe, c'est vraiment pour vous encore de ne pas avoir à vous poser la question de migrer sur différentes plateformes, mais bien de passer à l'échelle du cloud à travers tous vos développements en utilisant le cloud où que vous soyez. Et en plus, on parlait de collaboration, on va vous fournir des plateformes de collaboration complètes qui vous permettent, typiquement à travers Code Commit, d'avoir un environnement compatible Git. Et une fois que vous faites un push sur votre Git, automatiquement, vous allez avoir un build automatisé, un déploiement qui va mettre à jour l'infrastructure, mettre à jour le code, voire même mettre à jour les plateformes de monitoring. Donc vous pouvez suivre les métriques, vous pouvez avoir une visibilité au niveau du code. Donc tout ce qui est disponible au sein de la plateforme et que vous avez traditionnellement, AWS vous les fournit. Mais c'est pas tout. On parlait de licences. Les licences de base de données, c'est quand même un petit poste de coût dans vos applications qui est non négligeable. Une possibilité pour vous, c'est de vous poser la question d'Amazon Aurora. On l'a vu tout à l'heure, on avait de la réplication qui était mise en place au niveau du catalogue. Ça coûte cher parce que c'est beaucoup de machines qui sont up and running en parallèle et il faut payer l'ensemble des licences de l'ensemble de ces machines. Amazon Aurora vous propose la facilité d'Amazon RDS. Création automatiquement gérée, aucune question à se poser. Conçu pour le cloud. Vous n'avez plus à provisionner 50, 100, 200 gigas pour votre stockage. Automatiquement, à l'usage, vous allez avoir un stockage qui va s'étendre. Vous voulez avoir de la haute disponibilité multi-région, donc là on est en train de même parler de plusieurs plaques géographiques. Aurora propose de la réplication multi-région complètement gérée directement avec Aurora. On veut, et ce que nos clients nous ont demandé, c'est effectivement la qualité de service d'une base commerciale. MySQL, PostgreSQL sont des bases exceptionnelles, il faut le dire, qui permettent, elles sont utilisées par un nombre de clients assez impressionnant. Mais il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont un petit peu complexes, et ce que nos clients nous ont demandé, c'est des fonctionnalités qui peuvent paraître simples a posteriori, mais typiquement avoir des réplicas en lecture seule, avec une réplication de l'ordre de la microseconde ou de la milliseconde. Vraiment quelque chose qui est quasi synchrone, et sur lequel on n'a pas à se poser la problématique des réplications transactionnelles et de comment ça fonctionne. On veut avoir des machines qui vont avoir des reprises sur incident quasi instantanées, donc pas de downtime si ma machine tombe en panne. Ou alors, l'utilisation de multizones de disponibilité, mais en natif, pas quelque chose avec de l'actif passif, avec des écouteurs partout. Vraiment quelque chose qui soit nativement intégré. Et donc ce que permet Aurora, c'est une base de données qui soit compatible au MySQL et PostgreSQL, les bénéfices d'une base libre et ouverte, aucune licence, encore une fois on est sur cette gestion du coût, mais qui derrière propose l'ensemble des fonctionnalités que vous êtes habitué à utiliser sur une base de données commerciale. Donc vraiment vous donner la possibilité d'aller
sur des performances extrêmes de l'ordre de 5 à 10 fois les performances d'une base traditionnelle open source. Qu'est-ce que ça nous donne sur notre architecture? Bon, on va toujours avoir nos clients, toujours Internet. Les assets, on les a migrés sur Amazon S3 plutôt que d'avoir un partage de fichiers qui traînait sur un serveur. On est toujours sur des auto-scaling groups, sauf que ces auto-scaling groups, ils vont faire du .NET Core, du Linux. Donc vraiment des empreintes qui sont beaucoup plus petites, et on va prendre des plus petites machines pour avoir une élasticité plus grande. Nos bases de données vont être énormément simplifiées en ayant juste une base Amazon Aurora. Et cette base Amazon Aurora, elle peut avoir jusqu'à 15 réplicas en parallèle pour la lecture seule. Donc toute la charge de lecture et de recherche est gérée automatiquement. Et pour le reste, je suis sur des protocoles PostgreSQL ou MySQL. Donc la migration de TSQL vers du MySQL est extrêmement simple. On a même des outils qui vous permettent de migrer automatiquement, tels que Database Migration Service. Le résultat, on a eu la possibilité de déployer partout dans le monde. On a aussi eu en parallèle la possibilité d'économiser beaucoup d'argent. Et c'était vraiment le but de cette mission-là. Et la migration vers un environnement Node.js vous aurait potentiellement permis de le faire, sauf que l'investissement initial d'une migration vers Node.js contre l'investissement d'une migration de .NET vers .NET Core, c'est à peu près sans commune mesure. Ici, on a réutilisé jusqu'à 90% de notre code existant lors de la migration. On faisait du ASP.NET MVC, c'est toujours le cas. Donc vraiment beaucoup plus simple pour nous. Maintenant qu'on a fait ça, c'est pas fini. Tiens. Ah, voilà. L'ère du multimédia. C'est super, on a un site, il est disponible partout. Maintenant, ce que nos clients et ce que nos vendeurs surtout veulent faire, c'est mettre à disposition des fichiers multimédia rapidement. On va voir, on a deux options. On a déjà un logiciel qui permet de faire le tagging des vidéos, le reformatage, la publication sur Internet. Donc tout ça, c'est géré pour nous. Par contre, il y a deux risques sur cette disponibilité des vidéos. Vu qu'on donne la main aux vendeurs tiers pour mettre en place les vidéos, on n'a pas le contrôle sur la quantité de vidéos. Et ce manque de contrôle, nous, c'est un risque fort en termes de stockage. Et le deuxième, c'est qu'on veut payer le moins cher possible. Si j'ai 2000 vidéos à traiter en quasi temps réel, ou le plus rapidement possible, j'ai pas envie d'avoir 2000 machines en parallèle, j'ai vraiment envie d'avoir le contrôle sur ces éléments-là. Donc là, on va avoir deux options. La première, j'ai déjà une plateforme, elle fonctionne avec SQL Server 2017, elle utilise des plateformes Microsoft, tout va très bien, c'est intégralement géré, et elle utilise un partage de fichiers pour la gestion, donc ça marche super bien. La deuxième, c'est effectivement de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des services un tout petit peu plus optimisés, sachant que j'ai quand même toujours la contrainte que le logiciel de traitement vidéo, je suis contraint, c'est celui que j'ai déjà, et je ne peux pas le migrer, il ne passe pas en .NET Core, il doit tourner sur Windows. D'après vous, quelle solution doit-on faire? Levez la main si vous pensez qu'effectivement la solution SQL Server 2017 est la meilleure solution. Ah, j'ai quand même deux personnes sur SQL Server 2017. C'est très bien, mais effectivement, on va plutôt partir, et on va le voir, sur la solution des services automatisés. La réponse, pourquoi pas SQL Server 2017, est en fait assez simple. Quand on doit traiter des volumes extrêmement forts de vidéos, SQL Server 2017 et le partage de fichiers, il y a un impact en termes de licence, parce qu'il faut continuer à payer les licences SQL Server 2017. Et le but d'Aurora, c'était typiquement d'enlever les coûts de licence. Et le deuxième, le partage de fichiers pour stocker les fichiers vidéo, c'est quelque chose qui demande énormément de maintenance. Il faut créer les baies de stockage, il faut avoir l'ensemble des environnements, alors qu'on va avoir des services, typiquement sur AWS, qui vous donnent la possibilité de bénéficier de ces éléments d'échelle de manière quasi instantanée. L'architecture qu'on pourrait mettre en place dessus, c'est d'avoir, dans leur interface d'administration commerciale au niveau des vendeurs, on va générer un lien signé. C'est quelque chose sur Amazon S3, je vous engage à regarder ce que ça fait. Ça leur donne la possibilité d'uploader une vidéo à partir d'une URL directement. Donc nous, dans notre interface, on a juste une petite page web qui dit « sélectionnez votre vidéo, envoyez ». Ça gère tout pour eux. Donc pour l'administration, c'était extrêmement simple. Les vendeurs vont directement uploader la vidéo sur Amazon S3. Il ne faut pas se poser la question de où je mets mes fichiers, comment ça marche. À partir du lien, ça va directement dans S3. Une fois que le fichier est dans Amazon S3, ou l'objet, plus exactement, est dans Amazon S3, Amazon S3 va nous notifier, à travers une file de messages, « Tiens, j'ai un objet qui vient d'arriver, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose avec ça. » Cette plateforme-là, on va écouter les messages, et donc on va faire un petit script en PowerShell, par exemple, qui va aller regarder les messages qui sont dans la file, lancer mon exécutable Windows pour faire mon traitement vidéo, et une fois que le traitement vidéo est effectué, réuploader ma vidéo dans Amazon S3, un autre bucket, et potentiellement éteindre mon instance. Ce qui est intéressant ici, c'est encore une fois l'autoscaling group. Ma file de messages, au moment où je vais lancer ma plateforme, je vais avoir très certainement beaucoup de vendeurs qui vont envoyer des vidéos en parallèle, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, on va faire une campagne marketing, ça va être très utilisé.
au cours de la vie de la plateforme, sur le reste du temps, il y a des chances que ce soit beaucoup, beaucoup moins utilisé. Cet auto-scaling group, je vais pouvoir le configurer pour qu'il se redimensionne en fonction du nombre de messages qui sont dans la file. Et donc, automatiquement, si j'ai 10, 100, 20, 1000 messages dans ma file de messages, je vais pouvoir changer le nombre de machines à disposition. Et en fonction de ce nombre de machines, je vais traiter mes messages. Et une fois que j'ai plus de messages à traiter, je vais réduire la file de messages disponible. Le dernier élément, une fois que la vidéo a été traitée, je vais la réuploader dans Amazon S3, une ligne de PowerShell pour pouvoir faire cet upload, donc pas beaucoup de scripts à mettre en place, et ça va pouvoir notifier une URL sur mon administration centrale pour dire « Tiens, la vidéo, elle a été finie, maintenant on peut mettre à jour pour que ce soit disponible sur le site internet ». Donc quasiment pas de code. Ici, on est en train de se dire que dans l'administration commerciale, je vais générer un lien, c'est une ligne de C# à mettre en place. Mon instance spot, ça va être 2 lignes de PowerShell pour aller récupérer le message et télécharger le fichier depuis Amazon S3 en local. Une 3e ligne pour dire que le fichier il a été uploadé, et peut-être une dernière pour supprimer le message de la file une fois que je l'ai traité. Et voilà. Donc on est en train de se dire que vraiment, en quelques lignes de code, on peut avoir une plateforme extrêmement complexe et complète, mais pour les développeurs, extrêmement simple. Donc quelques services, on en a plein, et vous allez commencer à comprendre le thème sous-jacent de cette présentation. Une automatisation complète sur les services avancés AWS. Qu'on parle d'Amazon S3, Amazon SQS, Amazon SNS, on a énormément de services applicatifs disponibles. Ces services-là proposent un paiement à l'usage. Vous n'avez pas de « il me faut quelques centaines d'euros par mois pour pouvoir commencer ». Paiement au service, paiement au message. SQS, vous envoyez un message, vous payez tous les quelques milliers ou quelques millions de messages, peut-être $1. Donc on est vraiment sur des coûts qui sont extrêmement faibles. Une large gamme de services, que ce soit du stockage, que ce soit du message, que ce soit de l'analytique temps réel, des moteurs de recherche. Vous avez, encore une fois, des centaines de services qui sont à votre disposition pour répondre à votre cas d'usage. Et on n'est pas en train de vous proposer un marteau qui va répondre à l'ensemble des besoins, mais bien énormément de petits services qui sont très efficaces dans leur domaine et donc le bon outil pour le bon travail. Et finalement, ces outils sont complètement intégrés dans l'écosystème. Donc pour les développeurs, finalement, une fois que vous commencez à utiliser un outil, c'est un appel, et finalement le même appel API va être capable d'être juste changé rapidement pour utiliser d'autres services. Alors qu'est-ce que ça donne? Je voulais quand même vous montrer un peu de code, on est sur une session au niveau 200. Pardon. Stocker un fichier dans Amazon S3, c'est une ligne de code que l'on voit au milieu de l'écran. En gros, c'est un appel à putObject. Ici, on l'a mis sur plusieurs lignes de code parce qu'on voulait que ça marche sur un écran un peu plus grand. Vous choisissez le nom du bucket, c'est l'entité dans laquelle va être stocké l'objet, la clé, donc à quel endroit on va chercher le fichier, et un fichier local, donc un input stream. N'importe quel reader .NET va être capable de le faire. Et automatiquement, ça va vous uploader le fichier dans Amazon S3. Vous n'avez rien d'autre à gérer. Donc vraiment une ligne de code, j'ai un fichier qui est stocké dans S3. Ce qui est intéressant, c'est qu'S3, il est virtuellement illimité. Vous stockez autant de fichiers que vous voulez dans Amazon S3, il y a très peu de chances que vous arriviez à avoir les limites d'Amazon S3. Et une fois que le fichier est téléchargé dans S3, il est répliqué dans plusieurs ensembles de data centers disjoints. Donc toute la sécurisation, toute la gestion de la plateforme derrière est complètement faite pour vous. Le lire, il vous suffit d'avoir le nom de bucket et la clé dans laquelle vous l'avez stocké. Un appel, getObject. Au sein de cet objet, vous avez la récupération d'un stream, et vous pouvez donc faire votre lecture locale. Donc l'intégration ou la modification d'une application pour lui dire, au lieu de stocker mon fichier en local et d'utiliser juste un file stream traditionnel pour le mettre dans Amazon S3, on est littéralement en train de parler de 2 lignes de code à changer. Donc pour les développeurs, extrêmement simple et quasiment aucun impact. Pour ceux qui ont fait du travail sur les plateformes .NET et typiquement qui ont utilisé MSMQ, on a une plateforme qui s'appelle SQS, Simple Queuing Service, qui fournit des services de fil de message, comme son nom l'indique, de manière extrêmement simple. Envoyez un message, une fois que vous avez l'URL de votre file, c'est une ligne. Send message, ma file, enfin l'URL de ma file, et une chaîne de caractères qui contient les données. Pour le lire, il suffit de faire une boucle qui va appeler la fonction receive message. Elle va récupérer les messages qui sont disponibles dans la file. Pour chacun des messages, vous pouvez les traiter, et une fois que vous les avez traités, vous les supprimez de la file. Donc là, on est en train de dire, gérer une file de messages complètement distribuée, complètement automatisée, à une échelle potentiellement de plusieurs milliers de machines, encore une fois, 5-6 lignes de code maximum. Donc vraiment très très simple. Le résultat pour les développeurs sur AWS, c'est que finalement, en utilisant les plateformes telles que Amazon S3, telles qu'Amazon SQS, vous avez vraiment des super pouvoirs. Et donc, tous les développements qui vont devoir être faits sur la plateforme,
qui potentiellement peuvent être complexes. Traiter des flux vidéo à l'échelle dans une plateforme traditionnelle, c'est souvent un long projet. Ici, ça va pouvoir être mis en place en quelques heures, si ce n'est quelques jours, avec les phases de test. Donc vraiment pour vous, des pouvoirs énormes. Alors cette image, non seulement c'est un marché, on va parler de la marketplace, mais en plus c'est un marché un peu spécial. C'est Pike Place Market à Seattle. Seattle, c'est la ville d'origine d'Amazon Web Services, c'est aussi là où Microsoft est, donc pour une session .NET sur AWS, je pense qu'on ne pouvait pas choisir beaucoup mieux. Le principe, une fois qu'on a fait ça, c'est de se dire, bon, c'est bien, maintenant on a des applis, tout marche bien, mais c'est quand même toujours notre infrastructure, et on a un réseau de partenaires maintenant. Parce que grâce au Salon de l'Air Pur, on a aussi trouvé des partenaires. Et ce qu'on veut, c'est réduire les coûts informatiques le plus possible. Donc pour la réduction des coûts, on a deux options. Le but, c'est de toute façon d'avoir une plateforme la plus mutualisée possible entre nos différents partenaires. Donc je vais vous proposer deux options. La première, c'est globalement de développer un CMS pour être capable de publier les pages et avoir le look and feel des différentes plateformes. La deuxième, c'est d'accepter un petit peu de duplication et effectivement faire un petit peu de tuning à côté, mais d'utiliser des plateformes différentes et plutôt d'optimiser l'infrastructure que d'optimiser l'application. Levez la main pour ceux qui veulent développer un CMS générique. Vous avez fait du PHP. C'est genre le projet numéro 1 de tous les développeurs PHP. Je fais un CMS, je ne l'utilise jamais, parce que de toute façon, je n'ai jamais eu de blog à publier dessus, puis après, j'utilise un Drupal comme tout le monde. Le principe, ici, et la majorité des personnes dans la salle ont voté, effectivement, accepter la duplication. La raison pour laquelle on ne veut pas mettre un CMS, c'est justement le risque de la généricité. On a vu beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos clients qui ont investi dans un framework qui était capable de répondre à l'ensemble de leurs besoins. Le problème, c'est que ce framework devient le point central de contention de l'ensemble de l'entreprise. Et maintenant, non seulement de l'entreprise, mais de l'ensemble de toutes les entreprises qui vont utiliser notre plateforme. Et il est très difficile pour un business analyst ou un product owner de connaître les besoins de l'ensemble des clients qu'on va pouvoir avoir. Donc rester sur des versions fondamentales et éviter les plateformes génériques telles que CMS est souvent une bonne idée. On va parler de conteneurs, bien entendu. Les conteneurs sont une plateforme d'exécution de vos applications qui vous permet encore une fois de limiter les modifications de vos applications. Ici en plus on a déjà fait une migration tout à l'heure, couronnée de succès, par ailleurs vers une plateforme Amazon Linux avec du Amazon Aurora, donc la gestion des conteneurs pour nous est beaucoup plus simple. Le principe c'est de ne pas se soucier de l'infrastructure. Plutôt que de se dire je vais dupliquer les machines et je vais avoir des machines extrêmement segmentées, en fait je vais avoir des clusters. Ces clusters de conteneurs, je vais lancer des conteneurs spécialisés dedans, et potentiellement, une machine virtuelle, au lieu de lancer une application, va lancer 10, 20, 100, 1000 conteneurs en fonction de l'utilisation. Donc d'un point de vue utilisation, j'ai une optimisation qui est beaucoup plus forte. En performance, c'est parfait, parce que l'élasticité que nous voyons dans les autoscaling groups où on ajoutait des machines, maintenant on va pouvoir délancer les conteneurs. Une machine, ça se lance en quelques minutes. Une machine Linux, on va dire 2-3 minutes, le temps qu'elle soit up and running, si l'image elle est déjà faite. Un conteneur, on est en train de parler de 100 à 200 millisecondes. Donc l'élasticité et la capacité à avoir une performance décente, ou la meilleure performance possible pour notre application, est vraiment plus simple. C'est aussi complètement ouvert. On a annoncé, il y a 3 jours, le support d'EKS pour Windows, en bêta. On a aussi le support d'ECS, qui est notre plateforme de conteneurs managée sur Windows aussi. Donc que vous ayez des plateformes Windows, des plateformes Linux, le conteneur vous permet de manière simple d'opérer l'ensemble de vos applications. Donc en tant que développeur, ça m'impacte moins, parce que moi, mon intérêt, c'est plutôt la partie applicative. Là, ce qui m'importe vraiment, c'est qu'en tant que développeur, j'ai quasiment zéro impact. Ce passage en conteneur, j'ai quelques éléments qu'il va falloir que je tune pour être sûr d'utiliser les bons services, mais pour le reste, sécurisation, tout est intégré à l'écosystème AWS, donc toutes les bonnes pratiques que j'ai utilisées avant, je peux continuer à les avoir. Et ma plateforme, au lieu d'avoir énormément de nouveaux tiers, je vais avoir un load balancer, encore une fois un application load balancer en frontal, et cet application load balancer, lui, il va connaître quels sont les conteneurs qui vont servir les différentes parties de mon application. Donc quand j'ai plusieurs partenaires, Bocal.me, et d'autres partenaires qui vont vendre sur cette marketplace, je peux leur dédier des conteneurs front-end. Donc ils vont avoir un front qui est complètement le leur, voire même dans une technologie complètement à part s'ils veulent faire du PHP, par exemple. Nous, on va avoir les services qui viennent derrière, et à travers des services tels que AWS App Mesh, qui vous donnent la possibilité de contacter des conteneurs de l'un aux autres, les uns les autres, très rapidement, vous pouvez avoir une plateforme extrêmement complexe qui est très simple à gérer pour vous. Plutôt que de devoir avoir des load balancers à chacun des niveaux, ces services-là vous donnent un réseau sur lequel vous pouvez accéder à toutes vos applications, avoir la haute disponibilité directement. Donc pour les développeurs, beaucoup moins de soucis. Pour les opérations, de même, beaucoup plus simple. Et pour les finances,
effectivement des gains non négligeables. Donc là, le principe, c'est si vous avez des idées, sur AWS, il va très certainement y avoir un service qui va vous permettre d'optimiser et de travailler sur ces idées pour vous donner des résultats qui vont être des résultats, on l'espère, exceptionnels. Maintenant qu'on a mis une marketplace, le principe, c'est de se dire, c'est bien, mais c'est quand même très Web 1.0 ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a fait un site web. Et depuis tout à l'heure, on fait que du site web, où on met des conteneurs, mais à la fin, ce que j'ai, c'est une application web. C'est super, mais avec le marketing, on travaille depuis très longtemps avec des influenceurs. Et les influenceurs, c'est très bien, mais ils sont très lifestyle. Ils vont vouloir s'intégrer dans un écosystème qui est le leur. Et on ne va pas faire un site web dédié à chacun des influenceurs. Donc, ce que le marketing a décidé comme étant l'étape suivante pour Bocal.me, c'est de se dire, je veux avoir une plateforme API. Bien entendu, tous les clients veulent avoir des plateformes API maintenant, c'est-à-dire une très très bonne pratique. Le principe de la plateforme API, c'est de se poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir m'intégrer à un écosystème d'applications que je ne maîtrise pas particulièrement. Ici, typiquement, si on travaille avec des influenceurs, on va avoir des applications mobiles spécialisées qui vont être créées, potentiellement parfois pendant des phases dédiées. Donc typiquement, l'année prochaine, pour le salon de l'air pur, on va avoir une application dédiée qui va venir faire du tracking de lead et tous ces éléments-là. Et à la fin du salon, on va la supprimer. Donc tout intégrer à la plateforme centrale et avoir un site internet qui fasse tout ça, c'est pas nécessairement très intéressant. Notre but, c'est d'avoir une plateforme la plus ouverte possible que nos partenaires et nos clients puissent utiliser directement pour les intégrer à des expériences beaucoup plus efficaces. Donc là, on va avoir la dernière question de la session. Je vous prie d'être extrêmement focalisé sur celle-là. On va avoir deux réponses. La première, pour avoir cette plateforme API, c'est de se dire, on va utiliser un framework de publication et on va mettre en place donc un petit middleware API qui va nous permettre de répondre à tous nos besoins d'API. Et donc, dès qu'on a une nouvelle API qui est nécessaire, on a juste un petit appel dans le framework à mettre en place. Il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui, typiquement, vont fournir des frameworks comme ça. Et au sein de ce framework, on va avoir la possibilité d'appeler nos fonctions dans notre code base. Et donc, nous, ça nous permet d'être très rapide sur la création de nouvelles API. Le deuxième, c'est de se dire, on va peut-être un peu casser le modèle et en fait, on va essayer de casser cette vision monolithique que nous avions et de rentrer dans une démarche beaucoup plus entrée microservices et publication d'API. Qui vote pour les microservices? C'est bien. Il faut voter pour les microservices. Je vais quand même vous montrer la réponse pour le framework, parce que je la trouvais vraiment jolie, cette image-là. Le principe qu'on voit généralement chez nos clients, quand ils veulent créer un framework général de pilotage des microservices, c'est que finalement, ce qu'ils créent, c'est un nouveau monolithe en frontal de leur service, et finalement, leur single point of failure, c'est devenu leur framework de publication d'API. Donc le principe d'une architecture microservice, c'est bien d'avoir une architecture distribuée. On l'a même vu ce matin avec la présentation d'Adrienne Cockcroft. Et cette architecture distribuée, on va vouloir en bénéficier. Donc non, surtout pas, ne faites pas de framework de monolithe. Je vais quand même vous donner des pièces de puzzle. Le principe des microservices est assez simple. On veut avoir une plateforme qui est centrée sur la maintenabilité et la testabilité des services. Très clair. On ne veut pas faire autre chose. On veut quelque chose qui soit maintenable sur le long terme. Ça reste l'objectif numéro 1 des plateformes de microservices. Pour ce faire, on veut avoir un couplage faible. Le couplage faible, ça nous permet de ne pas avoir accès aux bases de données des autres. Si quelqu'un partage sa base de données et me dit qu'il a fait un microservice, ce n'est pas un microservice. Les bases de données de quelqu'un, c'est ses affaires privées. On ne veut pas exposer ses affaires privées sur la place publique. C'est vraiment un point clé des microservices. Des services qui sont déployables indépendamment les uns des autres, sur lesquels on va mettre en place des contrats, des API, du versionning, qui nous permettent de savoir exactement quels sont les services, quelles sont les dépendances entre les services. Petit aparté ici, ce que vous voyez ici est la constellation de services Amazon.com, donc quand vous affichez la page d'accueil d'Amazon.com, à peu près en 2009. Beaucoup de services. La page d'accueil d'Amazon.com à l'époque, ça pouvait être plusieurs centaines de services qui s'appelaient les uns les autres, juste pour avoir un affichage de la page d'accueil d'Amazon.com. Le but, c'est d'avoir des services qui sont centrés sur des capacités métiers. Eh bien, le cœur de votre métier, et on revient au message initial que je vous ai passé, concentrez-vous sur votre métier, et le but des plateformes microservices, c'est vraiment aligné avec ses besoins. On a une plateforme qui s'appelle AWS Lambda, qui est une plateforme assez magique, sur laquelle vous n'avez pas à vous préoccuper de l'infrastructure. En tant que développeur, j'adore. Je prends mon code, je le déploie, il va être appelé automatiquement, il va passer à l'échelle automatiquement, il va s'éteindre automatiquement, en fonction de son utilisation. Il est orienté événement, il est déclenché et il est facturé à l'usage. Donc si j'ai personne qui appelle mon application, ça ne me coûte rien. Et donc typiquement pour les applications type lifestyle qui vont potentiellement avoir des durées de vie très faibles,
ces éléments-là sont pratiques et extrêmement efficaces financièrement. Intégrés à l'écosystème, comme le reste des services que je vous ai présentés, complètement ouverts. Et encore une fois, le but, c'est de vous focaliser sur votre métier. On a presque fini. Une API sur Amazon Lambda, et là, typiquement, on va même avoir un site. On parlait tout à l'heure de faire des sites Angular ou des sites React. Vous allez pouvoir avoir un site qui est lui-même publié sur Amazon S3, complètement automatisé, aucune opération à mettre en place. Et tous les appels API qui sont faits par ce site, vous pouvez les traiter à travers une plateforme qui va être Amazon API Gateway et qui derrière va venir appeler des fonctions lambda. Ces fonctions lambda, elles peuvent utiliser tous les services du catalogue d'AWS que vous voulez, du DynamoDB pour faire de la base de données NoSQL clé-valeur, utiliser même de l'Aurora ou tout autre type de stockage de base de données. Donc le principe, c'est une plateforme extrêmement simple pour être capable de répondre à vos besoins. Résultat, vous atteignez la Lune. Le principe, c'est bien de se dire, vous avez accès à votre ensemble de plateformes de microservices. Alors avant de vous laisser partir, je suis un tout petit peu en retard, je voulais quand même qu'on regarde le résultat de toutes les récompenses que vous avez eues. Assez simplement, vous avez créé une licorne. Le principe général, et tout ce qu'on a vu pendant cette session, c'est vraiment travailler sur l'agilité de vos solutions. Ne pas avoir de vision définis au départ qui disent « je dois tout casser et tout recommencer ». Là où vous êtes déjà efficace, intégrez-vous à votre environnement habituel. Commencez sur un objectif métier clé, définissez-le et itérez très rapidement. Petit à petit, une démarche de type microservice va vous permettre d'étrangler votre monolithe. Et c'est un pattern de migration très utilisé, le strangler pattern pour les monolithes. Et donc les nouvelles fonctionnalités vont petit à petit partir sur des services et petit à petit, votre monolithe va devenir de plus en plus petit. Finalement, vous avez la possibilité de migrer en fonction des différentes opportunités. Là, on avait le cas typiquement de la plateforme mondiale qui nous a permis de migrer sur une plateforme Linux avec du .NET Core et donc d'éviter à avoir payé beaucoup de licences. Le principe, et j'espère vraiment de vous avoir passé le message pendant cette session, c'est que c'est à vous de jouer. C'est extrêmement simple sur AWS de coder des nouvelles fonctionnalités, de s'intégrer à un écosystème riche et puissant. Et vraiment, vous avez tous les pouvoirs entre vos mains. Merci beaucoup. Vous pouvez me contacter sur Twitter et me suivre. Je resterai en bas de la scène juste après pour répondre à vos questions. Et avant de partir, s'il vous plaît, merci de remplir le questionnaire de satisfaction pour les sessions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée.